Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Le président de la République est en Jordanie. Une visite de travail et d'amitié qui devrait contribuer à redynamiser la coopération entre les deux pays. Outre le renforcement des liens de coopération, cette visite est également mise à profit par le chef de l'État pour évaluer les projets des hommes d'affaires, présenter les opportunités d'investissement dans notre pays et enfin parler de l'Union africaine dont il assure la présidence. Compte rendu Sanassi Keita. L'aéroport international Ken Alia Amman. Le président de la République arrive ici dans cette capitale jordanienne pour une visite d'État où un accueil chaleureux lui a été réservé. Juste après cet accueil, le chef de l'État s'est rendu au centre médical militaire Roi Hussein. Ici, le président Alpha Condé et les responsables militaires de cette structure sanitaire jordanienne ont échangé sur les possibilités de renforcer l'axe de coopération Conakry-Amman dans le domaine de la santé, en envoyant surtout les médecins guinéens faire des stages de formation ici. Une manière de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre le royaume hachémite de Jordanie et la Guinée. D'où la présence même du président de la République, professeur Alpha Condé, à la chambre d'industrie d'Amman, où plusieurs hommes d'affaires sont venus pour écouter avec une attention soutenue le président Alpha Condé, dans le but surtout de s'intéresser aux nombreuses opportunités d'investissement en Guinée. D'abord, nous devons remercier Sa Majesté le roi Abdallah et la population jordanienne pour l'accueil chaleureux dont ma délégation et moi nous avons bénéficié depuis notre arrivée dans cette belle ville de Amman. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers membres de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous cet après-midi. Et comme vous l'avez dit, le commerce entre la Jordanie et l'Afrique se fait seulement 1%, ce qui est évidemment insignifiant. Mais je peux vous dire que l'Afrique est en train de changer. Au niveau de l'Union africaine, nous avons adopté un programme Agenda 2063 afin de faire de l'Afrique un continent émergent. Bien sûr, nous avons encore de grands défis en Afrique. C'est d'abord l'énergie. Environ 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'électricité. Ensuite, c'est les infrastructures routières et ferroviaires. Or, vous savez qu'un pays ne peut pas se développer, s'industrialiser, s'il n'a pas l'énergie. Et tout le monde suit aujourd'hui le spectacle affligeant de jeunes Africains qui meurent tous les jours dans les eaux de la Méditerranée. C'est pourquoi nous avons décidé non seulement que l'Afrique parle d'une seule voix, mais aussi qu'on réalise l'intégration économique en prenant notre destin en main. Car la plupart des problèmes qu'a connus l'Afrique sont liés à des interventions étrangères. C'est pourquoi nous avons décidé que désormais, les problèmes africains doivent être réglés en Afrique en priorité par les Africains. Nous voulons bien sûr coopérer avec le reste du monde, mais c'est l'Afrique qui doit être en première ligne pour résoudre les problèmes africains. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est, en dehors du programme 2030, c'est notre propre programme en 2063. Donc en tant que président de l'Union africaine, mon ambition est de réussir la zone de libre-échange entre les pays africains, d'améliorer l'accès à l'énergie, notamment à l'énergie renouvelable, et les infrastructures. Concernant la Guinée, on peut dire que la Guinée était un paradoxe. De toutes les anciennes colonies françaises de l'Afrique orientale, de l'Afrique équatoriale, c'est-à-dire Congo, Cameroun, l'Afrique centrafricaine ou l'Afrique de l'Ouest, c'est la Guinée qui avait le meilleur avenir. En effet, on dirait que la Guinée est un scandale géologique. Nous avons plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Nous avons un minerai de fer le plus riche au monde, qui est presque du fer magnétique, qu'on peut exploiter pendant plus de 100 ans.
nous avons l'or, nous avons le diamant, etc. Ensuite, la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire tous les fleuves de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le Sénégal, le Niger, la Gambie, etc., prennent leur source en Guinée. C'est donc nous qui sommes le château de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, nous avons d'immenses potentialités pour faire des barrages hydrauliques. En fait, nous pouvons avoir jusqu'à 6000 MW de barrages. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, la France avait décidé de faire de la Guinée un point central de son développement agricole et surtout industriel. Mais les conditions dans lesquelles nous avons pris l'indépendance a créé une situation conflictuelle avec la France. Vous savez, en 1958, le général de Gaulle avait donné le choix aux pays africains, lors d'un référendum, soit de voter non pour être indépendant, soit oui pour être membre de la communauté française. De toutes les colonies françaises, seule la Guinée a voté non pour devenir indépendant en 1958. Le président de Gaulle a estimé que c'était un mauvais exemple, qu'il fallait punir la Guinée afin que les autres pays africains ne suivent pas l'exemple de la Guinée. Donc, la France a tout fait pour bloquer la Guinée. Heureusement pour nous, à l'époque, il y avait la Chine et l'Union soviétique qui sont venus en coopération avec la Guinée, ce qui a permis à notre pays de ne pas sombrer. Mais le premier président, que Dieu son âme, M. Sékou Touré, face à cette situation, passait plus son temps à lutter contre des tentatives de déstabilisation que de développer le pays. Ce qui fait que toutes nos potentialités n'ont pas pu être transformées. Avant 1958, la Guinée produisait plus que la Côte d'Ivoire. Malheureusement, à cause de cette situation conflictuelle avec la France, nous avons pris beaucoup de retard. Ensuite, il y a eu le régime militaire qui aussi n'a pas amélioré la situation. Donc, bien que nous soyons un scandale géologique et agricole, nous sommes retrouvés parmi les pays les moins développés de l'Afrique. Quand j'ai été élu en 2010, bien que la Guinée ait pris la moitié des réserves mondiales de bauxite, nous exportions à peine 13 millions de tonnes, c'est-à-dire 7% du marché mondial. Nous importons du riz alors que nous avons d'immenses potentialités de production. La Guinée n'avait même pas encore obtenu le PPTE, c'est-à-dire l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Il a fallu donc négocier avec le Fonds monétaire. Et vous connaissez les conditions draconiennes du Fonds monétaire. Mais grâce à Dieu et au courage de notre peuple, nous avons pu atteindre le point d'achèvement du PPTE et l'annulation de la dette. Malheureusement, nous avons eu la maladie Ebola qui nous a retardés. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous avons fini le premier programme avec le Fonds monétaire et nous avons maintenant un deuxième programme qui est un programme plus souple. Et le 16-17 novembre, nous allons tenir à Paris le groupe consultatif pour notre programme quinquennal 2016-2020. Et depuis, la Guinée a fait beaucoup de progrès. Nous sommes passés maintenant à plus de 50 millions de tonnes de bauxite. Et d'ici 2 ans, nous allons arriver à 100 millions de tonnes, c'est-à-dire être le premier producteur de bauxite dans le monde. Au point de vue agricole, nous espérons atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 2019. Nous avons relancé aussi les cultures d'exportation, le cacao Mercedes, le café Robusta et le café Arabica. Et surtout, nous sommes en train de combler notre grand handicap au point de vue de l'énergie. À mon arrivée, la Guinée avait très peu d'électricité, mais nous avons réussi à construire un premier barrage Caleta de 240 MW. Nous avons commencé la construction du deuxième barrage Swapiti, qui fait 450 MW. Et ça, c'est uniquement dans le cadre guinéen. Dans le cadre sous-régional, nous avons 2 organisations. L'OMVS, l'Organisation des pays riverains du Sénégal, et l'OMVG, l'Organisation des pays riverains de la Gambie, du fleuve Gambie. Et là, nous sommes aussi en train de construire des barrages, notamment le barrage de Koukountamba, qui fait 300 MW, qui va servir à la fois à la Guinée, mais aussi exporter l'énergie au Sénégal, au Mali, en Guinée-Bissau et en Gambie. Nous venons de signer un accord stratégique avec la Chine qui porte sur 20 milliards de dollars. C'est-à-dire la Chine va nous financer nos infrastructures routières et ferroviaires,
l'énergie, l'aménagement agricole. Et en contrepartie, les sociétés chinoises qui vont exporter la bauxite, les royalties que vont rapporter cette exploitation vont servir à rembourser la dette de la Chine. Donc cet accord stratégique avec la Chine va nous permettre de résoudre notre déficit au point de vue des infrastructures routières, mais aussi des chemins de fer. Le port de Conakry est le port le plus proche pour Bamako, au Mali. Donc il est fondamental pour nous et pour le Mali d'avoir le chemin de fer Conakry-Bamako qui va permettre à nos frères du Mali d'importer dans des conditions moins onéreuses. Aussi, le développement de l'énergie hydraulique va permettre non seulement à la Guinée, mais aussi à nos voisins de se doter de suffisamment d'énergie pour transformer nos matières premières. Car l'objectif de la Guinée aujourd'hui, comme de l'Afrique, c'est de ne plus être ce qu'on a été pendant la période coloniale, c'est-à-dire des pays exploitateurs de matières premières et de marchés pour le produit fini. Aujourd'hui, nous voulons renverser cette situation en industrialisant l'Afrique. L'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles. Bon, je ne vais pas rentrer dans les causes, mais Dieu merci, nous sommes en plein dans la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire l'économie numérique. En effet, la population africaine est très jeune. 70% des Africains ont moins de 35 ans. Ce qui est une très grande chance pour nous. Quand on voit que l'Allemagne importe les main-d'œuvre, que le Japon a une population vieillissante, nous avons une population très jeune. Mais surtout, une population qui commence à maîtriser les nouvelles technologies. C'est-à-dire que les jeunes Africains n'ont rien à envier aux Européens concernant la maîtrise de nouvelles technologies. Ça veut dire que l'économie numérique, qui est une chance parce qu'elle va permettre l'accélération du développement, va permettre à l'Afrique de rattraper son retard, à condition que nous maîtrisons l'énergie, les infrastructures, les nouvelles technologies et la santé. Voilà donc les enjeux. À ces parterres d'investisseurs du royaume hachémite de Jordanie, le président de la République énumère les mesures prises et qui rendent aujourd'hui plus attrayant le climat des affaires en Guinée. Il est évident que nous avons pris beaucoup de décisions pour permettre de rendre notre économie prête à être rente. Nous avons créé l'APIP, l'Agence pour la promotion des investissements privés. À mon arrivée au pouvoir en 2010, il fallait près de 3 semaines pour créer une société. Et aujourd'hui, en 24 heures, vous avez votre société, puisque quand vous venez, c'est l'APIP qui fait toutes les formalités et vous vous retrouvez avec votre... Donc, ça facilite. Deuxièmement, nous avons adopté une convention pour les investissements qui accorde beaucoup d'avantages pour attirer les investissements extérieurs. Nous avons signé beaucoup d'accords avec beaucoup de pays et nous espérons qu'après la délégation qui va faire bientôt le tour, nous pourrons mettre en place une commission mixte paritaire pour faire un certain nombre d'accords, notamment la protection des investissements, la non-double imposition, etc. J'aimerais en discuter demain avec Sa Majesté pour que cette commission mixte puisse se réunir le plus tôt possible afin que nous ayons d'accord de partenariat. Nous souhaitons aussi qu'il y ait un forum des hommes d'affaires jordaniens en Guinée l'année prochaine pour présenter les produits jordaniens en Afrique. Nous souhaitons aussi qu'il y ait une rencontre entre les hommes d'affaires jordaniens et guinéens, soit en Guinée, soit à Amman, afin, puisque nous avons fait des lois pour le partenariat public-privé, mais aussi des lois sur le BOT. Donc, nous permettons aussi à des entreprises de pouvoir faire de l'agriculture en Guinée. C'est-à-dire qu'on leur permet d'avoir un bail qui peut porter sur 10 000 hectares pour 40 à 50 ans, qui leur permet de produire et d'exporter chez eux. Par exemple, s'ils veulent produire du riz pour ravitailler, nous permettons qu'une partie de leur production soit exportée chez eux. Nous venons de signer un accord avec le Maroc. Vous savez, le Maroc importe 2 millions de tonnes de maïs des États-Unis. Nous avons fait donc un accord avec le Maroc pour que les entreprises marocaines puissent produire le maïs et exporter au Maroc, ce qui va diminuer la dépendance du Maroc à l'égard des États-Unis. Nous avons fait aussi beaucoup d'autres accords avec le Maroc, notamment dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture. Le Maroc nous fournit des engrais. Je vois que la Jordanie a beaucoup de phosphate.
Donc je pense que vous êtes un pays producteur d'engrais. Et nous avons besoin de beaucoup d'engrais parce que nous voulons complètement transformer notre agriculture. Mais nous ne voulons pas seulement transformer notre agriculture, nous voulons transformer nos produits agricoles sur place. Cela est une nécessité. D'abord, lorsque nous avons eu l'Ebola, nos voisins ont fermé les frontières. Il se trouve que la Guinée produit beaucoup de pommes de terre. Mais les Guinéens ne sont pas habitués à manger les pommes de terre, donc on l'exportait dans les pays voisins. Quand ils ont fermé les frontières, les pommes de terre ont pourri. Donc la leçon que nous avons tirée de cela, c'est que c'est une nécessité de transformer nos produits agricoles sur place. C'est pourquoi nous avons fait de la priorité l'agro-industrie. Bien sûr, la Guinée est très riche en minéraux. Mais pour nous, le développement de la Guinée, ce n'est pas les minéraux. Les minéraux, c'est bien, ça peut nous rapporter de l'argent pour les infrastructures. Mais les minéraux, ce n'est pas nous qui fixons les prix. Les prix sont fixés à Londres, à Ottawa ou à New York. Donc nous ne sommes pas maîtres des prix. Et les mines ne donnent pas beaucoup d'emplois. Parce que le secteur minier n'emploie pas beaucoup de main-d'œuvre. Par contre, développer l'agriculture, c'est atteindre à peu près 60 à 70% de la population. Ensuite, transformer nos matières premières sur place, c'est non seulement améliorer notre PIB, mais surtout donner de l'emploi à nos jeunes. Parce que le grand défi que nous avons aujourd'hui en Guinée comme en Afrique, c'est l'emploi jeune. Cette population qui est jeune, qui commence à maîtriser les nouvelles technologies, mais du fait du non-développement ou du développement retardé de l'Afrique, est obligée d'émigrer en pensant qu'ils vont trouver le paradis en Europe. Mais ce n'est pas le paradis qu'ils trouvent en Europe, c'est la mort dans les eaux de la Méditerranée. Donc nous souhaitons réellement ouvrir toutes les possibilités aux entreprises jordaniennes. Je vois que votre industrie participe à 25% au point de vue du PIB. Vous avez aussi beaucoup amélioré les techniques d'aménagement agricole. Comme vous êtes un pays où beaucoup d'endroits sont désertiques, vous avez donc une maîtrise. Puisqu'il n'y a pas beaucoup d'eau, vous avez une meilleure maîtrise de l'eau. Donc nous serons intéressés à bénéficier de votre expérience dans le domaine de l'aménagement agricole. Et j'ai eu l'occasion de visiter tout à l'heure l'hôpital militaire et j'ai vu à quel point vous avez fait des grands progrès au niveau de la médecine. Donc j'ai demandé à ce que le docteur Kaba rencontre demain à une séance de travail demain à 10h avec les dirigeants de l'hôpital afin de voir comment nous pouvons coopérer dans le domaine de la santé. Donc, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine de l'industrie, je crois que nous avons beaucoup de possibilités de coopération. Aujourd'hui, je peux dire que notre retard est une chance pour nous. Parce que du fait de notre retard, nous allons aller vers les technologies les plus avancées. Donc, ce qui va permettre à la Guinée d'aller très vite. Le président Mao Tse-tung disait qu'une mauvaise chose peut être transformée en une bonne chose. Donc notre retard, qui est une mauvaise chose, peut devenir pour nous une chance. Parce que si je prends par exemple le téléphone portable, avant, pour avoir le téléphone, il fallait un câble très long. Aujourd'hui, avec un simple petit téléphone portable, vous pouvez téléphoner de tous côtés. Donc, nous sommes en train de doter le pays de la fibre optique. Nous sommes en train de faire 6000 km de fibre optique et ensuite, donc, que nous appelons l'autoroute. Et ensuite, nous allons faire maintenant les transversales pour que tout le pays, même les villages les plus reculés, soient connectés. Donc, c'est un très grand avantage pour nous puisque nous allons vers les technologies les plus avancées. Je prends par exemple le cacao. La Côte d'Ivoire produit beaucoup de cacao, le Cameroun, mais il faut 4 à 5 ans. Aujourd'hui, avec la variété qu'on appelle cacao Mercedes, vous commencez à produire à partir de 18 mois. Donc le cacao que nous sommes en train de faire en Guinée, au bout de 18 mois, nous commençons à produire. Ensuite, la Guinée, du fait de la variété climatique, puisque nous avons 4 régions très différentes, nous avons la savane en Haute-Guinée, comme le Mali, nous avons la forêt en région forestière comme la Côte d'Ivoire, nous avons les rivières, la Basse-Guinée avec de vastes étendues de mer comme le Sénégal, mais nous avons quelque chose qui n'existe qu'en Guinée, en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les hauts plateaux du Fouta, qui sont comme le Kenya ou la Tanzanie, où la température descend jusqu'à 5. Et là, on peut produire ce qu'on produit au Kenya, au Rwanda ou en Éthiopie. C'est ainsi qu'en dehors du café Robusta que nous produisons en région forestière comme la Côte d'Ivoire,
nous avons commencé à produire le café arabica grâce à la coopération avec le Rwanda et l'Éthiopie qui nous fournit les semences. C'est la même chose par exemple pour le sésame. Donc nous avons une agriculture extrêmement variée, non seulement pour les céréales, mais pour les fruits. La Guinée est un des plus grands producteurs de mangue, d'ananas, etc. Et nous avons un artisanat extrêmement développé. Donc je pense que la possibilité de coopération entre nos deux pays est immense. Et je suis convaincu que non seulement la Guinée, mais l'Afrique peut avoir un partenariat très développé. Nous espérons que la Guinée va être le port d'entrée en Afrique de l'Ouest, parce que c'est un marché d'à peu près 400 millions d'habitants, puisque nous sommes membres de la CEDEAO, et c'est une zone de libre-échange. Donc, produit en Guinée, vous pouvez vendre dans n'importe quel pays de la CEDEAO. Comme vous avez choisi le Kenya et l'Éthiopie, j'espère que vous allez choisir la Guinée comme port d'entrée des entreprises jordaniennes en Afrique de l'Ouest. En tout cas, nous sommes ouverts à la coopération. Nous espérons faire donc une série d'accords avec vous et surtout faire mieux connaître notre pays. À cause de cette situation, la Guinée n'est pas toujours très bien connue. Mais, Dieu merci, aujourd'hui, nous avons amorcé un véritable cycle de développement. L'année dernière, nous avons eu un taux de croissance de plus de 7%. Notre objectif est d'arriver à un taux de croissance à 2 chiffres à partir de 2019. Notre PIB a augmenté d'1 tiers et aujourd'hui nous avons des relations, nous venons de signer des accords avec, de nouveaux accords avec la Russie, nous avons des accords avec la Turquie, nous avons des investissements d'Abu Dhabi dans le domaine de la bauxite, etc. Donc nous sommes en train de diversifier notre économie. Parce que très souvent, les gens pensent que les pays de langue française en Afrique, que c'est un peu réservé à la France. Mais nous sommes des pays ouverts à la coopération avec tous les pays du monde. Nous sommes la chasse gardée d'aucun pays. Tout le monde est le bienvenu en Guinée. Donc nous souhaitons donc avoir très bientôt le voyage, puisque vous avez prévu de faire une tournée. J'espère que vous allez commencer par la Guinée et nous allons prendre toutes les dispositions pour rendre votre séjour agréable et surtout vous permettre de voir toutes les potentialités que la Guinée peut offrir à votre marché et aussi que vous pouvez trouver chez nous. Donc nous serons très heureux de vous accueillir et je vous remercie beaucoup de cette rencontre. J'espère très bientôt vous voir la plupart d'entre vous en Guinée. Merci. Ces hommes d'affaires du royaume hachémite de Jordanie et responsables de la chambre d'industrie d'Amman ont tour à tour posé des questions au chef de l'État en ce qui concerne surtout les secteurs des mines, de l'énergie, de l'agriculture et de la santé. Des questions répondues par professeur Alpha Condé avec satisfaction. Voilà ce qu'on pouvait retenir sur la visite du président de la République, professeur Alpha Condé, en Jordanie. Coopération Sud-Sud à Abidjan, le président Alassane Ouattara a reçu en audience le ministre d'État à la présidence chargé des investissements privés. Ibrahima Kassory Fofana était porteur d'un message du président Alpha Condé à son homologue ivoirien portant sur un projet de collaboration entre la Guinée et la Côte d'Ivoire dans le cadre du contrôle des grands travaux. Compte rendu Ousmane Bangoura. Dans le cadre du renforcement des liens de coopération Sud-Sud entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, le ministre d'État à la présidence en charge des investissements et du partenariat public-privé est en Côte d'Ivoire. Dr Ibrahima Kassory Fofana est porteur de message de coopération Sud-Sud du chef de l'État, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, à son frère et ami Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alpha Condé a engagé le pays, la Guinée, dans un programme ambitieux de développement économique dont la réussite dépend de nos capacités internes de maîtrise. Et le président Alpha Condé demande à son frère et ami d'ouvrir la collaboration entre le BDET et son correspondant en Guinée, la CGP, pour nous permettre d'aller vite en termes de croissance. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est le géant économique de la région ouest africaine, notamment l'Afrique francophone. La Guinée, c'est le géant en termes de potentiel économique.
la liaison de nos forces pourrait aider à accélérer la croissance économique de nos deux pays et pourrait rejaillir en termes de paix et de croissance sur le reste de la région et de l'Afrique. Ce message de coopération entre le BNETD, Bureau national d'études techniques et du développement de la Côte d'Ivoire, et de l'ACGPMP, l'administration et contrôle des grands projets et du marché public de la Guinée, devrait permettre à nos deux pays d'ouvrir la coopération technique sud-sud. Agriculture, la Banque mondiale appuie le secteur en Guinée à travers le WAP, programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. À Kindia, une mission de supervision de l'institution s'est rendue sur les sites de Foulaya et Kilissi. Elle était allée voir l'évolution des plants de semences horticoles et rizicoles. Reportage Fodé Kamara, Diamo Kaba, Abdoukarim Kamara. Comment appuyer les paysans à ensemencer à nouveau les champs et à gérer leurs exploitations? L'État et ses partenaires comme la Banque mondiale facilitent une mise en culture dans la ville des agrumes. À Foulaya, sur ce périmètre de Wantambanan, la pépinière et ses souches d'ananas se multiplient. Une technique qui donne lieu à de nouvelles plantations comme les boutures de manioc et de maïs. Le projet d'amélioration de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest, soutenu par la Banque mondiale, a permis que se développent des recherches. Nous avons vu le manioc, nous avons vu l'ananas, nous avons vu le riz et actuellement nous regardons le maïs et qui s'adapte aux conditions locales. Ce qui fait que les sélections qui vont sortir de ce processus-là pourront être diffusées dans les différentes zones agroclimatiques de la Guinée et pouvoir aller même au-delà de la Guinée pour bénéficier à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Cette semence qui est produite ici à Kilissi permet de réaliser notre grand rêve, de réaliser ce qui est le plus cher au président de la République, ce qui s'appelle l'autosuffisance alimentaire et qui s'étend sur la sécurité alimentaire. Et au-delà de la sécurité alimentaire, il y a une génération de revenus qui permet de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Dans le district de Bendougou, la production agricole a eu d'importantes retombées pour les producteurs. Ici, plusieurs infrastructures socio-éducatives de base sont réalisées par les paysans sémenciers. Des actions mises en branle par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Vous avez vu l'engouement des producteurs sémenciers au niveau de Bendougou qui continue à convaincre les jeunes du village à s'intéresser à la riziculture. Tous les jeunes qui pratiquent le métier de taxi-moto ont abandonné cette activité pour venir s'intéresser à la production de semences. Donc c'est vraiment un grand acquis au niveau de l'intervention du WAP. Le tandem Banque mondiale CEDEAO soutient aussi l'éducation guinéenne. Ce programme est appuyé par le gouvernement dans son combat pour la qualification du système éducatif dans les communautés locales. Volet éducation. Depuis le 8 novembre dernier, le syndicat libre des enseignants de Guinée SLEG a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève après un accord trouvé avec les autorités de l'éducation nationale. Mais 2 membres du bureau exécutif de ce syndicat se sont désolidarisés de cette décision en appelant au déclenchement de la grève ce lundi 13 novembre. Autour de la question, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a sillonné quelques établissements scolaires de Kankan pour se rassurer de la tenue effective des cours. Reportage Amadou Touré. Avec la rumeur de grève ce lundi, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en séjour de travail à Kankan, a initié une tournée dans certaines écoles de Nabaya.
Objectif, vérifier la présence des élèves et des enseignants à leur poste. Les lycées Marianne Gouabi et Morfi Ndiabaté ont été les premières étapes. On a été informé de façon coulisse qu'aujourd'hui le corps enseignant veut déclencher un consensus de grève. Mais ce matin, le personnel du lycée Morfi Ndiabaté, nous avons été appelés par le proviseur, le censeur de venir en classe parce qu'ils ne sont pas informés de la grève. Alors qu'il fait, les enseignants sont mobilisés et je leur lance un appel pour toujours tenir les salles de classe et pour ne pas écouter les rumeurs ni les faux tracts qui circulent. Nous sommes à l'écoute de nos centrales et c'est seulement nos centrales et notre département qui nous dirigent, qui peuvent nous mobiliser pour quelque mouvement que ce soit. Ces visites d'école ont connu la présence des partenaires sociaux de l'éducation que sont les 2 antennes préfectorales du syndicat de l'éducation et le bureau préfectoral de la PAE. Tout comme le ministre, ces acteurs se disent ne pas être associés à une décision de grève. On a tiré une conclusion. La conclusion est la suivante. Ils ne vont pas soutenir une telle grève parce que d'abord, ce n'est pas s'il y a un intersyndical, il y a la fissure. Entre les membres du SLEC, ça ne va pas, il y a la fissure. On dit que la procédure est mauvaise. Donc, s'ils s'entendent à Conakry et qu'ils nous envoient et on analyse ensemble, c'est bon pour le moment, nous ne sommes pas là-dedans. C'est là les renseignements que je reçois de l'intérieur, l'AB, en passant par Mandiana, Sigiri, Zérekore, partout, les gens sont, y compris Conakry. Les gens ont répondu massivement à l'appel de mouvement syndical, FSE, pour venir se mettre au travail. Je pense que c'était la meilleure réponse que les élèves, les parents d'élèves et les enseignants ont donné à ces profiteurs d'eau trouble qui ont pour l'intention seulement d'empêcher les enfants de recevoir leurs cours. À l'origine de cette rumeur de grève, 2 frondeurs du SLEG, syndicat libre des enseignants de Guinée. Par une décision du Bureau national, les 2 sont exclus de tout mouvement syndical en République de Guinée pour non-respect des principes. Un mot sport pour boucler cette édition. La commission des athlètes du Comité national olympique et sportif guinéen apporte son soutien au président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré. Une manière pour ces athlètes de saluer les nombreux services rendus par ce mécène pour le rayonnement du sport guinéen. Reportage Kadiatou Traoré. Cette marque de confiance au président de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Souaré, par le comité des athlètes de Guinée, est une façon pour cette association d'apporter son soutien à ces mécènes qui investissent énormément pour les différentes disciplines sportives. Ce comité, créé en 1961 par le Comité international olympique, est un organe consultatif dont l'objectif est de faire le lien entre les athlètes actifs et ceux à la retraite avec les comités nationaux olympiques. Leur combat, c'est faire entendre par les dirigeants sportifs. Avec M. Antonio Souaré, c'est la naissance d'une nouvelle ère qui s'ouvre à la Guinée, dont l'importance se fait entendre de plus en plus, aujourd'hui tant sur le plan national que sur le plan continental. Pour le président de la Fédération guinéenne de football, voir un tel nombre de sportifs apporter son soutien à sa modeste personne lui va droit au cœur. Et il promet de tout faire pour mériter cette confiance. Et notre objectif aujourd'hui, tout sport confondu, qu'on parle de la Guinée, que la Guinée se fasse respecter, que la Guinée soit présente partout dans les compétitions. C'est vrai qu'aujourd'hui le sport de haut niveau demande beaucoup de moyens. Mais avant les moyens, il y a la volonté. Et quand il y a le vouloir, obligatoirement le pouvoir arrive. Avec cette synergie d'action entre les différentes disciplines qui animent la vie sportive dans notre pays, l'on peut rêver à juste titre que les lendemains seront enchanteurs pour le rayonnement du sport en Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.